Vous parlez de l'Ukraine. On est dans une période toujours de très forte tension avec la Russie de Poutine. On a eu une tribune du général Pierre Schill, qui est le chef d'état-major terre, qui affirme que l'armée de terre française se prépare aux engagements les plus durs, le fait savoir et le démontre. La dissuasion nucléaire sanctuarise ses intérêts vétos. Même son de cloche du côté du chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhard. On a l'impression qu'il y a un crescendo, évidemment, dans cet affrontement verbal, pour l'instant, avec la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? On a bientôt atteint le point de bascule, de non-retour? Ça fait longtemps. Moi, je fais savoir que nous sommes co-belligérants depuis le début. Il faut arrêter de dire on ne l'est pas quand on commence à fournir du matériel, etc. etc. On est co-belligérants. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que si l'état-major parle, c'est qu'ils ont eu des discussions avec le chef de l'État et que le chef de l'État leur a dit il va falloir préparer cette hypothèse. C'est pas j'y songe le matin comme ça en me rasant. C'est j'envisage la faisabilité. Il est question de 2000 hommes. Et je pense même, j'ai photographié ça sur mon téléphone portable, il a parlé de 2000 mecs. Il a dit ça, alors c'était un off, ce qu'on appelle un off. Oui. À l'Élysée, après la panthéonisation de Manouchian, il a dit peut-être qu'il faudra que j'envoie des mecs à Odessa. C'est ça, mecs, à Odessa. C'est-à-dire quand on a des gens, quand on voit ce que sont les militaires haut de gamme, ce que sont les légionnaires, ce que sont ces gens-là, qui sont vraiment des soldats haut de gamme, de dire des mecs, je vais envoyer des mecs. Et pourquoi? Je pense que si on fait un peu de psychopathologie, c'est assez facile à faire avec Emmanuel Macron, je pense que cet homme, dans 3 ans, c'est un président sortant. Dans 3 ans, il n'est plus chef de l'État. Je pense que dans sa tête, il prépare sa suite. Et sa suite personnelle, c'est de dire l'Europe. Il ne va pas devenir... Donc chef de l'Europe, il ne va pas devenir... Je ne pense pas qu'il soit du genre à devenir conseiller général de Chamalières, comme jadis Giscard d'Estaing, qui, battu, s'en vient demander à rentrer au conseil général d'Auvergne. Je pense qu'effectivement, il prévoit de prendre le leadership de l'Europe actuellement, qu'il surprend tout le monde, qu'il insulte Olaf Scholz en lui disant ceux qui ont voulu récemment des casques et puis des gilets pare-balles, etc. Des sacs de couchage. Etc., des sacs de couchage, mais c'est profondément méprisant. C'est une façon de dire, si je prends en otage l'Ukraine et que je gère le problème ukrainien, je deviens le leadership de l'Europe et d'une certaine manière, on peut travailler ensuite à une espèce de présidence d'une Europe fédérale, ce à quoi il aspire. Il n'a jamais caché que c'était son obsession. Je pense qu'il travaille à ça et qu'il instrumentalise tout, que ce soit Marine Le Pen avec les prochaines élections européennes, que ce soit la guerre en Ukraine ou n'importe quoi d'autre. Il faut absolument poutiniser tous ses ennemis pour dire l'Europe seule est le salut et il faut une Europe, il faut une Ukraine dans une Europe avec l'OTAN, ce que très précisément Poutine ne veut pas. Et donc il dit dans ces cas-là, nous entrons en guerre évidemment contre Poutine. Voyez encore, il faut envoyer des mecs. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui dénonce l'attitude et les propos d'Emmanuel Macron, n'excluant pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Écoutons-le et voyons si vous êtes d'accord avec lui. Je pense que le président ne se rend pas assez compte du fait que M. Poutine est réellement dangereux. Il l'est parce que c'est un homme à sang-froid, très calculateur, et qui inscrit tout ce qu'il fait dans la durée. Si le président Macron comprenait qu'il a affaire à quelqu'un de très dangereux, qui ne se laissera pas impressionner par 3-4 phrases, il ne jouerait pas la partie comme ça. Il la jouerait d'abord en essayant d'avoir le plus de monde possible à chaque fois qu'on avance d'un pas. Et notamment, c'est pas partir tout seul comme ça, menacer tout le monde, à dire on va envoyer du monde à terre, etc. Seriez-vous d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Mais quand il n'est pas islamo-gauchiste, il dit des choses intelligentes, il lui arrive de dire des choses intelligentes, et sur ce sujet, il a raison. Il a bien sûr raison. D'abord, on sait qu'il y a un tropisme pro-russe eu égard au passé soviétique de la Russie. Il y a déjà tout ça derrière Jean-Luc Mélenchon. Il y a déjà aussi le fait que lui aussi, il est en campagne présidentielle et que lui aussi, il pense à son avenir et que ces gens-là ne pensent pas à la France. Mais il a raison, effectivement, de dire qu'il joue avec le feu, Emmanuel Macron, que le destin personnel de quelqu'un qui voudrait éventuellement devenir président de l'Europe ne doit pas permettre qu'on prenne en otage la France, les Français, les soldats, l'armée française et nos troupes d'élite. En parlant d'eux comme des mecs et en disant « je vais en envoyer 2000 ». Il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de dire ça ne se joue pas comme ça, la géostratégie. Si on a le souci de la France, si on a le souci des Français, si on a le souci du niveau de vie des Français aussi, parce que le jour où effectivement Poutine va dire « bon,
Maintenant, je vais m'occuper un peu de vous et on va voir comment ça va se passer. Est-ce que nous sommes prêts à entrer en guerre contre Poutine et contre la Russie? C'est quand même une chose grave. Est-ce qu'on en a les moyens aussi? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et les militaires le savent bien qu'on n'a pas les moyens. Simplement, on peut faire beaucoup de mal avec peu de gens. Après, c'est la logique des commandos. C'est la logique des drones. C'est la logique de la guerre nouvelle avec effectivement toute la guerre cyber, etc. Et on peut effectivement entrer dans cette logique-là. Je pense que Emmanuel Macron ne dit pas tout. Il ne parle pas que des fameux 2000 mecs. Mais je pense simplement que quand on a franchi la barrière, c'est facile de déclarer une guerre. C'est difficile de l'arrêter. Et c'est encore plus difficile de fabriquer la paix. Absolument. Alors Michel Onfray, l'affrontement avec la Russie se déplace aussi sur le terrain sportif, et notamment des Jeux Olympiques. Parce que le CIO, le Comité international olympique, a annoncé que les athlètes russes et biélorusses qui participeront le feront sous bannière neutre, sans hymne, évidemment, en cas de victoire, de médaille, et qu'ils ne pourraient pas participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Ça nous a valu une bordée d'injures de la part du Kremlin, qui estime que c'est une violation des intérêts des athlètes et du principe même des JO. On va juste écouter Dimitri Peskov et je vous passe la parole. Nous prenons cette décision de manière négative. Cela détruit bien sûr le concept des Jeux Olympiques. C'est une violation des intérêts des athlètes qui contredit complètement l'idéologie des Jeux Olympiques. Cela donne également une mauvaise image du Comité international olympique. Voilà pour la version du Kremlin. En même temps, on ne va pas laisser les athlètes russes défiler avec leur drapeau pendant ces JO. Oui, mais à ce moment-là, il va falloir qu'on ait une espèce de comité politique, un politburo qui va regarder tous les pays de la planète et qui va dire nous n'acceptons que les démocraties. Et encore, celles qui ne sont pas en guerre. Faudra-t-il que les démocraties ne soient pas en guerre, qu'elles ne soient pas un peu illibérales, un peu comme les nôtres? Illibérales, j'entends bien, qu'on entende bien ce que je dis. Et à ce moment-là, il n'y aura plus personne. Il y aura 3 pays. Il y aura peut-être la Suisse, le Benelux et la principauté de Monaco, et encore, pas très sûr. Mais il y a un moment donné où effectivement on dit c'est du sport, faisons du sport. Et puis allons-y, permettons à tout le monde de faire du sport. Sinon, pourquoi pas interdire la Chine, la Corée du Nord, ou je ne sais quoi. Ils pourront faire du sport, les athlètes. Oui, oui. Mais alors pourquoi leur interdire le drapeau, ce genre de choses? Moi, je pense qu'on peut reprocher des choses à Poutine, qu'on peut reprocher des choses au gouvernement de Poutine. Poutine n'est pas la Russie. Souvenez-vous, le général de Gaulle disait la Russie boira le communisme comme le papier buvard va boire l'encre. Et puis, c'est ainsi. Donc, à un moment donné, souvenez-vous, quand tout a démarré, il fallait... Tolstoï était coupable, Dostoïevski était coupable, Borodine, Tchaïkovski, Shostakovich, Pouchkine, tout le monde. La Russie, c'était Dostoïevski, bien sûr, il était poutinien. C'était un grand délire. Donc il y a un moment donné où il faut pas se tromper de cible pour le coup, puisqu'on parle de guerre. Il y a un moment donné où la cible, c'est pas la Russie, c'est Poutine. C'est Poutine et son gouvernement et sa bande. Parce qu'il se peut que Poutine supprimé, il y ait des gens de sa bande qui surgissent et qui soient peut-être encore pire que lui. Donc il y a un moment donné où il ne faut pas non plus considérer qu'on fait la guerre à peu de frais en disant on vous interdit de porter votre drapeau. Moi j'ai toujours été pour le fait que les Jeux Olympiques permettent de faire du sport, si tant est que le sport ce soit vraiment du sport et pas seulement du nationalisme, la possibilité de voir quels sont les meilleurs... Donc le sport c'est de la politique. Bien sûr, mais en même temps on doit aussi laisser de côté cette affaire-là. Je pense qu'on peut laisser courir les gens s'ils ont passé 5 ans, 6 ans de leur vie à se préparer pour, je sais pas quoi, pour courir, pour sauter, pour envoyer des poids ou des javelots. Et moi, je trouve ça très bien. Il y a un moment donné, on peut faire des trêves. Et ces trêves-là devraient pouvoir permettre éventuellement de faire de telle sorte que le sport réunisse les gens. Voilà, pour cet affrontement qui se poursuit à travers les Jeux Olympiques. J'aimerais qu'on parle, Michel Onfray, de la francophonie, parce qu'on est en pleine semaine de la francophonie. Je peux, si vous me permettez, par exemple, l'idée me vient, mais on peut imaginer que des athlètes russes et des athlètes ukrainiens fraternisent, eux. On peut imaginer que ça puisse aussi s'organiser, ce genre de choses. Tout peut arriver. Oui, c'est en mondiovision, ce genre de choses. En général, il ne se serre même pas la main sur les cours de tennis. Ça, voilà, c'est pour vous dire, oui, parce que si vous serrez la main, vous risquez, en rentrant en Russie, de vous retrouver également en prison. Donc on peut aussi imaginer des espèces de résistance et qui serait organisée avec cette occasion d'une mondiovision pour faire aussi de la politique, soit en disant nous allons faire une politique qui permettrait peut-être les droits de l'homme, j'aime pas forcément beaucoup cette expression, mais qui permettent à la paix, disons-le plutôt comme ça, qui permettent au camp de la paix d'avancer. Moi j'ai toujours pensé que la guerre, ça se terminait toujours par la paix et qu'il fallait plus y travailler à la paix qu'à la guerre.